OK, c'est parti. Je vous demanderai de... j'allais dire 2 heures de silence. Pas vraiment. On a une plénière, on aimerait ça vous entendre. Alors, juste vous dire que les gens, vous avez vu nos magnifiques affiches des 19 régions. Si vous êtes quelqu'un de cette région-là, vous pouvez partir avec l'affiche de votre région. Hein, formidable. Alors, entendez-vous entre vous de la même région, évidemment, ou découpez-la en petits morceaux et partez chacun avec un petit bout. Alors, ce matin, nous avions un invité surprise. Oh my God, on en a un autre! Ce matin, on avait le ministre de l'Agriculture du Québec. Se pourrait-il que nous ayons la ministre de l'Agriculture du fédéral? Eh bien oui. Vidéo. Bonjour, je me joins à vous virtuellement pour vous remercier de votre engagement envers la sécurité alimentaire partout au Québec. Merci d'être là, même pendant ces moments difficiles où nos systèmes alimentaires et nos chaînes d'approvisionnement sont sérieusement perturbés par la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre et maintenant une forte inflation. Je veux souligner votre travail et celui de nos producteurs et productrices agricoles, ainsi que de tous ceux et celles qui travaillent d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Vous savez faire preuve de résilience, d'ingéniosité et de détermination pour répondre à ces défis. Vous êtes essentiels au bien-être de nos communautés. Merci. Notre gouvernement est très sensible au fait que de trop nombreuses familles, aînés et personnes vivant seules ont de la difficulté à joindre les deux bouts en ce moment et que certains arrivent difficilement à se nourrir adéquatement. C'est pourquoi nous multiplions les efforts, allocations et programmes pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin, notamment avec une bonification de l'allocation canadienne aux enfants qui est distribuée de façon inversement proportionnelle aux revenus des familles, une augmentation des remboursements de TPS, de l'allocation au logement et de l'allocation aux travailleurs à bas salaire. Depuis le lancement de notre politique alimentaire pour le Canada en 2019, on a entre autres mis en place le programme des infrastructures alimentaires locales qui a permis à de très nombreux organismes d'être mieux équipés afin de répondre à la demande. Pendant la COVID, différents fonds d'urgence sont venus soutenir les banques alimentaires et autres organismes communautaires dans les villes, les régions rurales et éloignées, dans le Nord et auprès des communautés autochtones. Un des sujets qui faisait l'unanimité quand on a fait la grande consultation sur la politique alimentaire et qui suscite encore énormément d'intérêt, c'est l'importance de se doter d'une politique et d'un programme alimentaire dans les écoles. Comme vous le savez, cela figure dans la lettre de mandat de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que dans la mienne. La ministre Karina Gould et moi avons déjà eu de nombreuses conversations sur le sujet avec des intervenants du milieu et on constate que les visions sont multiples. J'en profite d'ailleurs pour remercier le comité consultatif sur la politique alimentaire qui a déjà déposé un rapport exhaustif sur le sujet. Plusieurs autres partenaires, ainsi que les provinces, doivent aussi être mis à contribution et c'est pourquoi la ministre Gould et moi avons lancé aujourd'hui une consultation nationale. Et je vous remercie à l'avance pour votre participation à l'élaboration de la politique alimentaire pour les écoles. Sur ce, je vous souhaite un excellent forum, sachant que les sujets que vous allez aborder et que les meilleures pratiques que vous allez partager auront un impact significatif sur les systèmes alimentaires du Québec et du Canada. Les défis sont grands, j'en conviens, et c'est ensemble qu'on va réaliser notre vision, soit que toutes les personnes qui vivent au Canada aient accès à des aliments sains, nutritifs et culturellement diversifiés en quantité suffisante. Merci et au plaisir de poursuivre notre collaboration. Merci. Je dirais comme ce matin, mais mieux. Bottines doivent suivre les babines. Ce matin, j'ai fait à l'envers. Ça ne marchait pas tellement, mon affaire. J'aimerais ça inviter maintenant quelqu'un que vous connaissez sans doute, Patrick Mundler. C'est un professeur titulaire en développement rural à l'Université Laval. Il est sur le conseil de direction aussi du CRDT, le Centre de recherche sur le développement territorial. Il va nous partager sa vision analytique de ce qu'il a entendu ou pas entendu ce matin. À vous, Patrick. Merci beaucoup. Est-ce que ça fonctionne, le micro? Oui. Parfait. Écoutez, il y a une grande salle, je suis très impressionné. En plus, j'interviens sans le support rassurant du PowerPoint traditionnel du professeur d'université, puisque là, j'ai pris mes notes ce matin en vous écoutant.
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur à l'université, comme il vient de le dire. J'ai mal tourné parce que j'ai, dans une première vie, été un agriculteur, j'aurai l'occasion d'en parler. Et puis, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est système alimentaire de proximité, agriculture de proximité. C'est une des raisons sans doute pour lesquelles on a fait appel à moi pour commenter un peu vos travaux aujourd'hui. Je me suis beaucoup aussi intéressé à la question de l'autonomie alimentaire, puis je vais en dire quelques mots parce qu'on l'a vu avec la Covid, tout d'un coup l'autonomie alimentaire est ressortie comme étant le thème important du moment. Puis moi ça m'a beaucoup interrogé, peut-être certains d'entre vous m'ont déjà lu ou vu sur la question parce que je me disais mais au fond autonomie pourquoi si on importe les machines, si on importe les engrais, si on importe les produits phytosanitaires, si on importe la main-d'œuvre, si on importe même les compétences, puis parfois on importe le système technique au complet qui a été fourni par un producteur à l'extérieur, clé en main comme on dit. Hein, clé en main, on ne réfléchit pas. Pour moi, l'autonomie, ce n'était pas ça. Donc ça m'a posé des questions. L'autre chose qui m'a aussi posé des questions, c'était, d'accord, on parle d'autonomie alimentaire au Québec, elle est quoi l'agriculture du Québec? Puis là, j'ai fouillé un peu les données, puis je me suis aperçu que 80%, je vous dis ça à la louche, je peux me tromper de 1 ou 2%, mais en gros 80% de nos céréales servent à nourrir des animaux. Même des fois, ça sert à nourrir nos bagnoles, parce que 12% de notre maïs, il va dans une usine d'éthanol, etc., etc. Et donc, je me suis dit, mais au fond, vraiment, pourquoi on se focalise sur cette histoire d'autonomie alimentaire? Puis une troisième raison qui me gênait un peu, c'est que, pareil, dans ma longue vie, j'ai participé à des efforts des pays en développement qui cherchaient à faire de l'exportation de leurs produits. J'ai travaillé avec des groupements de producteurs coopératifs en Côte d'Ivoire qui essayaient d'exporter leurs anacardes. Ils les exportaient où? En Europe, là où on pouvait les acheter. Et puis, je me disais, autonomie, là aussi, tout ça, voilà, ça me chatouillait un petit peu. Et je trouvais au fond que le problème était un peu mal posé. Alors au fond, après ce préambule, quelles questions finalement ça renvoie les événements des dernières années? La première chose, c'est est-ce que finalement la Covid, elle a vidé nos épiceries? Est-ce qu'on a trouvé des rayons vides? Puis il me semble, vous me direz si j'ai tort, mais il me semble qu'on a plus parlé du papier de toilette que des problèmes alimentaires à ce moment-là. Donc non, la Covid n'a pas vidé les épiceries. Et puis, j'irais même plus loin, parce que moi je suivais de près ce qui se passait avec les circuits alimentaires de proximité, et ils ont été pris de court. C'est qu'à un moment donné, tout le monde s'est tourné vers eux en leur disant « Oh là là, il faut fournir, il faut fournir ». Puis, je ne sais pas si vous savez, mais une plante, elle met du temps à pousser, ce qui fait que si vous avez déjà prévu vos plantations et vos affaires, et puis que tout d'un coup votre demande augmente, vous avez un peu de flexibilité, mais vous n'en avez pas tant que ça. Et donc, moi je suis adhérent par exemple d'un marché virtuel à Québec. Eh bien, le marché de proximité, il a été assailli de demandes d'adhésion, puis à un moment donné, ils ont fermé, ils ont dit on ne prend plus personne. Alors quelque part, heureusement, qu'il y avait encore les supermarchés pour nourrir les gens qui ne pouvaient pas être nourris par le système de proximité. Donc tout ça pour dire que je trouvais que le problème était un peu mal posé. Mais en revanche, ce que j'étais convaincu, puis je reprends ici les termes utilisés par un panel d'experts internationaux qui s'appelle IPES Food, qui disait « La Covid, c'est un signal d'alarme qu'il nous faut entendre. Un signal d'alarme sur les problèmes que l'on rencontre dans notre agriculture, dans nos systèmes alimentaires, en termes de protection de nos ressources, de protection des êtres humains, de protection de la biodiversité. Sébastien Anger en a parlé ce matin, etc. etc. Oui, elle est un symptôme, au fond, de quelque chose qui ne va pas bien. Et donc, le problème me semble plus profond. Il faut le repenser, il faut réfléchir à la façon de nous protéger et de protéger nos écosystèmes. Donc ça m'amène à mon deuxième point, c'est comment on fait pour changer. C'est compliqué de changer. Si on admet le postulat qu'il faut changer, je pense qu'ici, tout le monde sera d'accord, mais il y a surtout beaucoup d'entre vous qui veulent des changements extrêmement rapides. Bon. Comment on fait pour changer? Et c'est là qu'intervient une notion qu'on utilise beaucoup en recherche en ce moment, qui est celle de transition. La transition, c'est de passer d'un état à un autre, d'un endroit à un autre. Comment on fait pour changer? Et pour penser cette transition, il y a quand même pas mal de conditions.
On doit regarder objectivement d'où on part. Si, je prends un exemple qui va vous faire sourire, mais si je suis un producteur céréalier de 1000 hectares qui fait du maïs et du soya, vous allez comprendre assez aisément que je vais avoir quelques difficultés à adopter d'un coup les techniques de la permaculture, par exemple. Donc, il faut regarder d'où on part pour pouvoir penser le changement. Pourtant, puis j'ai donné cet exemple du céréalier qui va peut-être pas est comme engagé dans un système, il faut quand même que les choses changent. Et donc c'est là qu'on rencontre un défi énorme, c'est-à-dire que je viens d'expliquer pourquoi quelqu'un qui est engagé dans son système rencontre des difficultés pour virer de bord, puis en même temps il faut que ça change. Donc on est devant un problème extrêmement complexe. Et donc, comment penser la transition? Alors là, il y a plein de théories, je ne vais pas vous abreuver avec ça, mais je vais en donner 2 ou 3. Il y en a une qui ne vous étonnera pas, c'est l'idée de « faut commencer petit ». Donc, la grande préconisation de plein de plans d'agriculture durable ou de système alimentaire durable, c'est de mettre un peu moins. On met moins d'engrais, on met moins de pesticides. Bon. Vous comprenez que c'est correct, tant mieux pour l'environnement si on met un peu moins, mais on voit bien que ça ne touche pas aux racines profondes, aux structures de notre système. Donc, les petits pas, malheureusement, souvent, on s'aperçoit que finalement, ils s'arrêtent quand les petits pas sont finis, mais que le passage à la reconception est beaucoup plus compliqué. Une deuxième façon de penser la transition, c'est de poursuivre dans la même voie, mais en ajoutant de la technologie. Là, sans rire, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de faire des robots miniaturisés pour remplacer les abeilles, parce qu'on aura bientôt flingué toutes les abeilles, donc il va falloir trouver un moyen de continuer à polliniser nos plantes, parce que sans pollinisation, ça va être problématique. Donc, mais je donne un exemple extrême, mais vous voyez bien comment on a aussi beaucoup d'espoir, au fond, qui repose sur la technologie. La numérisation de l'agriculture, des systèmes alimentaires, les blockchains, les robots, enfin bref, beaucoup de choses. Voilà. Ça suscite beaucoup d'intérêt de la part d'un certain nombre de gens dans les systèmes alimentaires parce qu'ils sont très sensibles à cette idée de progrès, à cette idée de la marche en avant. Et donc, tout changement qui apparaît un peu comme un retour en arrière suscite instantanément pas mal de méfiance, on va dire, parce que on ne veut pas revenir à l'âge des bougies. C'est un peu toujours ce qu'on dit quand on ne veut pas entendre parler d'un changement qui serait vécu comme un retour en arrière. Puis il y a une troisième façon, qui est un peu celle que j'utilise souvent, de penser la transition, qui est de regarder le rôle que peuvent jouer les niches pour faire bouger un système. Alors je m'excuse, il y en a peut-être déjà qui m'ont entendu là-dessus, puis je n'ai pas mes graphiques pour pouvoir présenter les choses de façon claire, je vais essayer quand même, juste à l'oral. Donc vous pensez que le système alimentaire, c'est un système qui se tient, qui s'auto-renforce. Il y a de la science qui va dans le même sens. Il y a des producteurs, il y a une culture professionnelle, il y a une identité, il y a des systèmes de distribution. Tout cela se tient de façon relativement homogène. Et comme ça se tient bien, c'est très puissant, tant que c'est cohérent. Et de fait, changer ça, ça se heurte à tout un tas de verrouillages, ce qu'on appelle des verrouillages, mais des processus d'auto-renforcement, en fait, parce que c'est clair que si on a pensé l'agriculture par la spécialisation et l'agrandissement, eh bien, de l'autre côté, on a pensé des gens qui fournissent des intrants faits pour cela, donc on va faire petit à petit grossir la taille des machines, par exemple, en fonction de ce besoin-là, mais comme on fait grossir la taille des machines, il faut changer la taille des champs, on va redresser les cours d'eau. Bon, vous voyez comment tout se tient et s'auto-renforce petit à petit, etc. Et donc, à côté de ça, il y a des niches qui se développent à l'abri, en marge de ce système qui, lui, est fortement verrouillé et qui s'auto-renforce. Et donc, on a une petite addition de ces niches qui sont à la fois fragiles, agiles, elles naissent, elles meurent, etc. Voilà. Et quand on regarde ce qui se passe en termes de transition, souvent l'idée, il y a un accord pour dire qu'est-ce que les niches peuvent, à un moment donné, influencer la marche du système? Est-ce qu'elles peuvent contribuer à le faire changer?
Et donc, il y a plusieurs lectures. On peut dire non, ben, elles n'y arrivent pas, elles vont se heurter à un mur, puis elles repartent en arrière, un peu par un effet rebond. Plus souvent, on va constater que oui, le système il est capable de prendre un peu la niche, ce qui l'arrange, mais là encore, sans changer vraiment sa structure forte. Et donc, je peux donner des exemples. C'est dans la grande distribution, on va mettre la figure de l'agriculteur parce qu'on a compris que d'un point de vue marketing, c'était pas idiot les circuits courts et la relation directe. Voilà. Mais évidemment, on ne change pas en profondeur le système de distribution en ce faisant. Et puis, il y a un troisième niveau qui est que les niches parviennent finalement à pousser le régime à se transformer en profondeur. Et une des conditions pour ce faire, c'est que les niches, qui sont encore une fois un tas de petits acteurs éclatés qui agissent chacun dans son coin, une des conditions admises, c'est que les niches se fédèrent, s'organisent, se structurent, discutent entre elles, etc. Et donc, j'ai l'impression... alors oui, les niches aussi, avant de dire ça, elles doivent se structurer, puis elles doivent aussi se confronter au système, afin d'éviter d'être dans un discours un peu circulaire où tout le monde est d'accord et où finalement on n'entend plus non plus la contestation ou la discussion telle qu'elle peut avoir. Mais tout ça pour dire que de ce que je lis, ce que je vois depuis, alors j'étais pas là hier malheureusement, mais on m'a raconté, et depuis ce matin, c'est que j'ai comme l'impression qu'on a là l'amorce de cette fameuse structuration de ces niches. Et donc, je vous encourage très fortement, évidemment, à continuer. C'est très stimulant pour la suite de penser que, voilà, quelque chose se passe. Et puis, mon troisième et dernier point va être, quels sont les défis qui se posent à ces systèmes alimentaires territorialisés? Ce matin, j'ai écouté un peu, il y a plein de choses qui sont sorties. Alors, j'ai essayé de résumer ça autour de 4 défis, qui sont les défis socio-économiques, je vais les appeler, des défis organisationnels, des défis politiques et des défis environnementaux. Je commence par les défis socio-économiques. Ce matin, on a une agricultrice des îles de la Madeleine qui a dit « Et les agriculteurs dans tout ça, où est-ce qu'ils sont ?» Et puis, je pense que c'est Vincent qui a dit « Oui, en plus, en ce moment, ils ont des difficultés et ils souffrent. » Voilà. Et donc, il faut rappeler quand même que ces systèmes dont on rêve, ces systèmes territorialisés qui reposent au fond sur une fourniture d'aliments locaux par des petites fermes familiales, pas de problème, 5 minutes, j'ai noté, des petites fermes familiales bon, ces fermes-là, eh bien, ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est qu'en fait, elles prennent énormément sur elles pour arriver à ce que ça se passe. Et la plupart d'entre elles, elles vivent avec des revenus qui sont très en dessous de ce qu'on pourrait normalement espérer. Alors vous voyez le problème, ce matin on a un monsieur qui est venu dire « et l'inflation alimentaire ». L'alimentation est trop chère. Puis moi je vous dis que l'alimentation produite dans des systèmes alimentaires territorialisés, elle n'est pas assez chère pour rémunérer l'agriculteur, les agriculteurs et les agricultrices. Donc on a quand même un gap un peu difficile. Pourquoi on en est là? Alors, il y a évidemment des raisons liées au fonctionnement du capitalisme, quelqu'un l'a rappelé ce matin, mais simplement, pour dire très vite, le système conventionnel, il génère un certain nombre d'externalités qui sont repoussées sur les générations futures, qui ne payent pas. Mais qui ne payent pas, que nous ne payons pas non plus en tant que consommateurs. On les repousse pour l'avenir. Donc ça, c'est une des premières raisons, c'est que quand on essaye de faire mieux, on prend sur soi. Alors on prend sur soi du côté des producteurs, puis du côté des consommateurs qui vont acheter, par exemple, des produits bio. Donc ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point qui est plus difficile à entendre, c'est qu'on a aussi un problème de productivité dans les systèmes alimentaires territorialisés. On a un problème de productivité du travail, parce que, imaginez, alors je repars de la petite ferme multifonctionnelle qui transforme ses produits elle-même et puis qui les vend directement, eh bien, elle est un artisan dans 3 métiers différents. Elle est un artisan dans la production, elle est un artisan dans la transformation, et puis elle est un artisan dans la distribution. En face d'elle, d'un point de vue compétitif, elle va avoir le producteur spécialisé qui fait 100 hectares d'oignons. Elle va avoir, je saute tout de suite à la distribution, la grosse centrale d'achat avec des camions énormes qui est capable de distribuer ça dans tout le Québec avec des prix imparables. Donc sa productivité n'est pas très bonne du fait tout simplement qu'elle est un artisan.
Et donc, on a vraiment un problème de fond avec ça. Puis, à un moment donné, je donnerai peut-être des pistes pour essayer de le dépasser, mais je n'ai pas la solution. Mais il y a une réalité, c'est que beaucoup de jeunes se sont lancés aujourd'hui. On a beaucoup dit que la relève venait là. Beaucoup de jeunes se sont aujourd'hui lancés dans de la production de proximité, sur des fermes de proximité. Puis, moi, ça fait 20 ans que je les accompagne, que je les suis, etc. Donc, je ne jette pas la pierre, bien entendu, mais je constate qu'il est quand même pas si facile d'en s'en sortir correctement, qu'il y en a qui s'en sortent bien, il y en a qui s'en sortent moins bien, mais que, quelque part, il faut faire aussi attention aux rêves qu'on vend à des jeunes qui vont peut-être s'endetter, partir sur des choses qui sont compliquées à faire vivre et à faire fonctionner. Le deuxième défi que je vois, il est organisationnel. J'ai refait tous les calculs depuis quelques années, puisque je suis en train de préparer un papier là-dessus, mais au Québec, grosso modo, si vous prenez les circuits courts alimentaires, c'est 3% de la production agricole de la province. Si vous prenez la demande alimentaire, c'est sans doute moins de 2%. Donc vous voyez la marge qu'on a. Alors vous allez me dire, les systèmes alimentaires territorialisés, ce n'est pas que ceux-là, mais c'est quand même beaucoup aussi ceux-là. Donc, on a un enjeu, un défi qui est de changer d'échelle. Parce que si on se dit que les systèmes alimentaires territorialisés peuvent à un moment donné répondre aux besoins alimentaires de nos populations, où qu'elles soient et quelles qu'elles soient, ben on a une question de changement d'échelle. N'oubliez pas que 70%, puis là encore je dis le chiffre à la louche, ne le retenez pas comme tel, c'est peut-être 67 le chiffre exact, de ce qui est acheté pour se nourrir vient aujourd'hui de 3 chaînes au Québec. Et puis, il y a d'autres fournisseurs qui sont en croissance, qui sont Amazon et Costco, c'est-à-dire des magasins non traditionnellement alimentaires et le commerce en ligne. Voilà. Donc, on a aussi là une réalité à laquelle on est obligé de tenir. Alors, comment on peut faire? Ben, et ça renvoie à la discussion que j'avais tout à l'heure sur la productivité. Une des façons, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mutualiser un certain nombre de choses pour améliorer à la fois la productivité puis changer d'échelle. Aux États-Unis, ils ont développé dans plein d'endroits ce qu'on appelle des food huts, des plateformes. Puis j'ai vu sur le projet que vous avez développé aujourd'hui, je ne sais pas comment l'appeler, la déclaration finale qui est en rédaction, là, que c'est évoqué. Je pense que c'est une excellente idée. Il faudrait obtenir dans toutes les régions des moyens pour pouvoir commencer à tester des choses. Comment est-ce qu'on peut agréger une offre diverse et diversifiée pour qu'elle rencontre une demande plus massive si on doit aller vers cela? Le troisième défi, j'ai dit qu'il était politique. Les systèmes alimentaires territorialisés, ils suscitent une immense sympathie. Et donc, je dirais que vous avez gagné la bataille de la légitimité. Par contre, puis alors, on nous dit toujours, c'est complémentaire d'autre chose. Les systèmes sont complémentaires. Puis je ne vais pas dire le contraire, c'est évidemment vrai que les systèmes sont sans doute complémentaires. Mais derrière tout ça, il y a la bataille des moyens. Puis là, par contre, elle n'est pas gagnée. Puis quelqu'un a utilisé le terme ce matin de dire les vraies affaires, elles se font ailleurs. Et donc, effectivement, alors, est-ce qu'il est plus facile de penser les choses avec des gros joueurs? C'est sûr qu'il est plus facile de penser qu'on va atteindre l'autonomie en concombre du Québec en finançant un gars au lac Saint-Jean qui met 8 hectares de serre et puis qui fait appel à tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour importer les machines, la main-d'œuvre et tout ce dont il a besoin. C'est sans doute plus facile que d'imaginer disséminer, etc., discuter avec plein de gens, d'où l'intérêt de se structurer, je ne reviens pas là-dessus. Et puis, quelqu'un ce matin a soulevé un point essentiel, c'est la question des moyens pour fonctionner. C'est que, quand on est militant, on peut donner du temps, mais à un moment donné, ça prend une organisation avec des compétences, avec des gens qui sont capables de faire vivre l'organisation, quand le militant, le bénévole, lui, il est à son autre travail. Et malheureusement, ces moyens-là, ils n'existent pas. J'avais déjà évoqué la question avec la coopérative d'agriculture de proximité écologique, qui rencontre au fond les mêmes défis dans le cadre, elle, de sa mission qui tourne autour de l'agriculture. Puis enfin, mon dernier défi, qui est environnemental,
Vous allez me dire, ouais, ben alors, si tu viens nous dire que nous aussi on a des défis environnementaux, ben oui, c'est pas si simple non plus de lier toujours local à meilleur pour l'environnement, et donc il y a quand même des réflexions à conduire. D'abord, local égale meilleur, on peut être en local et avoir des pratiques désastreuses. Donc rien ne dit que local égale meilleur pour l'environnement. Deuxièmement, alors c'est là que des labels ou des questions de confiance ou d'autres choses jouent un rôle tout à fait pertinent. Deuxième chose que souvent on lie au local, c'est la question du transport. On va dire que, excusez-moi, que lorsque, je crois que M. Aouda, ce matin, il parlait de je ne sais pas quel produit qui va se faire décortiquer en Thaïlande qui revient. Bon, il y a des aberrations comme ça. Mais je peux vous dire que se rendre sur une ferme pour ramener 4 kilos de pommes en autocueillette, avec une voiture qui aura fait 15 ou 18 km aller-retour pour ça, c'est pas génial non plus si je regarde les choses du point de vue environnemental. Ce que je veux dire par là, c'est que l'équation je raccourcis les distances égale meilleur bilan environnemental, c'est pas gagné, c'est pas donné. Ça prend là aussi des efforts logistiques, d'optimisation et sans doute, encore une fois, de la mutualisation. Donc j'ai terminé, juste dans les 5 minutes. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.